Cette capsule d'information à l'antenne de TVRL vous est présentée en association avec le groupe Savoie, les Résidences Soleil. Cette semaine, nous allons parler quand même du bonheur de côtoyer nos semblables. Comme vous savez, à travers le Québec, il y a de belles grandes résidences, comme aux Résidences Soleil. Puis la moyenne d'âge est quand même assez élevée chez nous. Puis les gens sont en forme. Il y a un paquet de rencontres qui se fait, aussi avec les comités des résidents. Et faire des activités qui vous conviennent. Parce que vous savez, quand on vient demeurer dans une résidence, la solitude, c'est fini d'être seul à la maison puis de regarder la télévision. Il y a toujours quelque chose qui se passe, que ce soit le bingo, les cartes. Mais, mesdames et messieurs, quand vous allez dans une résidence, n'oubliez pas de vous informer pour vous assurer que tous ces services sont là. Bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition du magazine télévisé Vos Finances. Aujourd'hui, on est en compagnie de M. Gaétan Veillette qui était déjà avec nous la semaine dernière, mais donc je vous avais annoncé la présence encore pour cette semaine parce que M. Veillette est un des rares conseillers financiers avec son voisin à faire des déclarations d'impôts pour ses clients. Habituellement, conseiller financier, c'est une chose, et puis faire des déclarations d'impôts, c'est autre chose, c'est le boulot du comptable. Alors donc, M. Veillette, lui, fait aussi des déclarations d'impôts. Et à côté de lui, c'est M. François Morancy, le président fondateur du groupe, enfin, est-ce qu'on peut appeler ça un groupe quand c'est petit comme ça? Du petit groupe, voyons. Aviso, les conseillers Aviso, financiers. les conseillers financiers. Donc, il est situé à Montréal, mais qui se promène un peu partout sur le territoire aussi en cas de besoin. Absolument. Alors, bienvenue à vous, messieurs. Bonjour, M. Bonjour. Vous qui êtes particulièrement préoccupés par les questions fiscales, Oui. vous avez vu passer un budget à Québec hier, vous allez en voir passer un autre la semaine prochaine au gouvernement fédéral. Oui. Alors, vous allez voir qu'est-ce que ça va donner. Absolument. Les budgets nous intéressent toujours sur le plan du secteur financier à cause des nouvelles mesures pour les entreprises et des nouvelles mesures pour les particuliers également. Oui. Et surtout l'évolution générale des finances publiques. Alors, ce qu'on remarque au Québec, c'est que les finances publiques, en termes de l'endettement du Québec... Ça va pas bien. Ça va pas bien. Quand on dit qu'on va bientôt atteindre le 200 milliards de dettes publiques L'année québécoises... passée, je crois que ça a été une majoration de la dette du Québec de 9,4 l'inflation est en bas de 2. Tout à fait. Quelque chose qui ne marche pas à quelque part. Là. Oui. Une chose qui nous avantage, c'est l'aspect des taux d'intérêt qui sont relativement bas. Et qui vont demeurer encore très longtemps. Oui. Donc, quand on émet de nouvelles séries d'obligations du Québec pour le budget provincial, on s'aperçoit que les obligations, on peut les avoir sur le marché à beaucoup meilleur prix que donc, on remplace des parties années. de la dette plus chères par des parties de nouvelles dettes beaucoup moins chères. C'est ce qui avantage actuellement l'ensemble des gouvernements de la planète. Cette situation de taux d'intérêt bas, certains croient que ça va perdurer et que ça va perdurer pendant plusieurs années. D'autres ont l'hantise que les taux d'intérêt vont augmenter et on sait que c'est une des choses qui est très difficile à prévoir. Mais pour l'instant, les ministres des Finances, eux autres, bénéficient de cet allègement du coût de la charge de la dette. Mais les investisseurs aussi, puisqu'on sait que quand les taux d'intérêt baissent, les obligations augmentent de valeur commerciale. Oui, pour ils ceux n'ont qui pas sont de valeur émises. nominale. Absolument. Pour ceux qui sont émises jusqu'à la valeur nominale de l'obligation qui va expirer dans 8 ans, dans 10 ans ou dans 12 ans. Tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. Donc, quand les taux d'intérêt baissent, ça sert les intérêts de tout le monde, si je peux faire un jeu de mots facile. Absolument. Et c'est pour ça que les ministres des Finances et les banquiers centraux nous disent que c'est pas demain la veille que les taux d'intérêt vont monter. Oui, Par absolument. contre, il y a des gens extrêmement prudents qui disent aux personnes individuelles, attention à l'endettement superflu à cause de ça. Absolument. Vous achetez des autos plus grosses que vous devriez, vous achetez des maisons qui dépassent votre budget. Oui. Vous allez vous faire attraper le jour où les taux d'intérêt vont monter. Absolument. Parce qu'au niveau où ils se trouvent, c'est sûr que les taux d'intérêt ont beaucoup plus de chances maintenant de remonter que de descendre encore davantage. Et c'est là qu'on voit que quand on vise un budget équilibré, c'est la meilleure façon d'avoir une saine gestion des finances publiques. On vise l'année prochaine un budget équilibré au Québec.
Oui. Cette année, on vise quand même avec un déficit budgétaire de 1,5 milliard. L'année passée, on a fini à 3 milliards et quelque chose. Mais on l'a réduit justement à cause de la baisse des taux d'intérêt. Exactement, c'est ce qui a aidé. Donc, c'est un facteur qui est stimulant, qu'on vise la rigueur budgétaire pour en arriver à un équilibre budgétaire. Et je pense que les gouvernements provinciaux devraient tous avoir comme rigueur d'arriver à l'équilibre budgétaire. Et je pense qu'au Québec, on a tous les atouts en termes de prospérité économique, en termes de programme, en termes de système fiscal pour en arriver à un équilibre budgétaire. Sauf que vous avez parlé de programmes. On a les programmes les plus généreux aussi en Amérique du Nord. C'est vrai qu'on est les contribuables les plus taxés et imposés, mais Oui. on a des programmes sociaux les plus généreux en Amérique du Nord. Très généreux, et c'est ce qui fait souvent que les gens qui ont un revenu de 32 000 et moins, ont souvent avantage à vivre au Québec qu'à vivre dans plusieurs autres provinces canadiennes. Alors, la classe moyenne paye plus d'impôts en moyenne que les autres provinces. Toutefois, ils ont aussi plus de services. Alors, si on a un régime québécois d'assurance parentale, eh bien, c'est parce qu'on fait des choix de société. Donc, on a un système qui attire chez nous les contribuables les plus pauvres et qui chasse à l'extérieur les contribuables les plus riches, parce qu'eux, ils ont un taux marginal au maximum d'imposition plus élevé. Et c'est pour ça qu'au niveau des finances publiques, il faut faire attention de ne pas faire fuir les contribuables qui ont un potentiel de revenu supérieur. Ces gens-là sont les leaders de notre société. C'est ceux souvent qui donnent des commandes. Ce sont ceux qui donnent des incitatifs à notre économie. On a tout intérêt à les voir chez nous que les voir s'implanter. Et ils représentent habituellement 25 à 30 des contribuables individuels, parce qu'il y a deux sortes de contribuables, individuels et corporatifs. Et corporatifs. Ça, ce sont les entreprises. Oui. Alors, ces gens-là représentent habituellement 25 à 30 des contribuables individuels, mais paient quelque chose comme 45 ou 50 ou 60 des impôts payés par les individus au Québec. Et vous illustrez l'importance d'être compétitif par rapport aux autres juridictions provinciales et les autres pays. Alors, c'est important que le Québec, au niveau de notre fiscalité, au niveau de nos services publics, qu'on reste compétitif, incluant sur la santé, sur l'éducation et sur les autres services. Sinon, les contribuables individuels, c'est comme les entreprises, ça se déplace. Ça peut aller dans des juridictions où les impôts sont moins élevés. Oui, moins élevés ou qui ont des meilleurs services. On le voit au niveau de l'éducation, il y a beaucoup d'étudiants qui vont à des universités hors Québec, malgré que ça coûte plus cher, pour profiter de meilleurs services, parce que les universités ont des infrastructures ou des moyens de générer des revenus pour se permettre ces services-là. Alors, on parle donc des grèves d'étudiants encore, parce que la semaine passée, on en a parlé. Cette semaine, on en parle et on va en reparler encore peut-être au cours des prochaines semaines, parce que les étudiants semblent déterminés à essayer le gouvernement, comme on dit, à essayer de voir jusqu'où il peut aller. Et avec son budget d'hier, peut-être à le pousser, à forcer à aller en élection, même si M. Charest serait peut-être pas encore trop empressé pour y aller dès cette année. Il prendrait peut-être une année supplémentaire. Lui, comme disait le ministre des Finances hier, j'aimerais mieux qu'on aille en élection après avoir rétabli l'équilibre, comme vous dites, M. Veillette. Du groupe Investor, je me rends compte que j'ai oublié de mentionner le nom de votre entreprise tout à l'heure. Vous êtes toujours chez Investors. Tout à fait, monsieur. Donc, Très intensément. c'est le module fonds commun du groupe Power Corporation. Oui. Oui, en fait, Groupe Investor, c'est comme une grande institution qui offre tous les produits, les hypothèques, le côté d'assurance de la personne, les investissements fonds communs, placements. Notre gamme de produits se diversifie grandement. Donc, un représentant d'une très grande entreprise et une représentante d'une toute petite entreprise, mais les deux vont vous disputer la clientèle des petites et moyennes entreprises qu'on appelle familièrement les PME. Tout à fait. Tout à fait. Alors donc, M. Morancy, vous me disiez avant le début de cette émission qu'il y avait eu encore une fusion importante qui avait été annoncée cette semaine. C'est-à-dire que là, c'est Bell Canada qui met la main sur le groupe Astral. Astral, c'est à peu près tout ce qu'il y a comme poste de radio au Québec. Et aussi les postes spécialisés. Donc, c'est la grande guerre entre Bell et Québécois, donc avec toute Vidéotron qui découle de Québécois. Donc, c'est ce rapport de force-là qui est en train de se modifier et qui fait partie de ce grand mouvement international où tout se regroupe et tout se consolide. Et on reparle encore de ça aujourd'hui, même si on en a parlé la semaine dernière, parce que la semaine dernière, on disait qu'il y avait une concentration énorme dans certains secteurs. Et pendant ce temps-là, le gouvernement interdisait aux banques et aux compagnies d'assurance de se fusionner entre elles, par exemple, en disant que c'est des secteurs différents, mais pourtant, c'est tous des secteurs financiers. Alors donc, le gouvernement fédéral
qui surveille donc la loi sur la concurrence, empêche des regroupements dans les secteurs financiers, mais dans d'autres secteurs, il laisse aller allègrement des fusions jusqu'où on ne sait pas. Alors, c'est parce qu'il faut comprendre que les enjeux ne sont plus les mêmes aujourd'hui. Quand on se rapporte il y a peut-être 25 ou 30 ans, la compétition se faisait à l'intérieur du Canada. Oui. Tandis qu'aujourd'hui, la compétition puis la concurrence ne se fait plus à l'intérieur du Canada. Elle se fait au niveau mondial avec les États-Unis, avec l'Europe et aussi tout le Moyen-Orient. Tout à fait. Et donc, ce qui fait que les règles du jeu sont en train d'évoluer. Alors donc, on est en train de changer les règles du jeu, mais à Ottawa, on a l'impression qu'il y a quelqu'un qui dort au gaz et qui ne fait pas sa job là-bas. Exactement. Quoi qu'il en soit, la semaine précédente, il y avait eu aussi une grosse annonce qui avait été annoncée un peu dans le même genre. C'est le groupe Sobeys qui possède déjà la bannière IGA dans la distribution alimentaire qui annonçait l'acquisition de 250 bannières de... C'était qui, donc? Seigneur, que j'écris mal. C'était Sobeys. IGA. 250... Non, ils possèdent déjà IGA, okay. Mais ils ont annoncé la semaine précédente qu'ils achetaient 250 bannières de... comment il s'appelle cette pétrolière hollandaise, là? Shell. Mm-hmm. Alors donc, on sait que Walmart qui s'en vient ici et Target qui s'en vient ici également, eux autres, ils vendent habituellement les deux produits. Chez nous, on a une entreprise, mais relativement petite, qui s'appelle Couche-Tard, qui vend les deux produits, de l'essence et des produits de consommation courante à l'intérieur de ces magasins. Est-ce que ça veut dire que Shell va se retirer de l'alimentation? Est-ce que ça veut dire qu'il va y avoir un problème entre, donc, les bannières, les magasins qu'on va acheter, les 250 magasins qu'on va acheter de cette bannière hollandaise par rapport au IGA? Parce qu'habituellement, IGA qui signifiait à l'époque, dans les années 70, quand ça a été formé, cette affaire-là, Independent Grocer Alliance. À partir de quel moment vous êtes encore indépendant quand vous faites partie d'un regroupement qui regroupe peut-être 700, 800 ou 1000 ou 2000 magasins? Et en plus de ça, il y a des règles très strictes sur comment ils achètent, avec des regroupements d'achats, etc. Donc, les règles sont passablement bien intégrées au sein du groupe IGA. Donc, dans certains secteurs, le point que je voulais faire, c'est que le gouvernement fédéral semble laisser aller la concurrence assez facilement en disant c'est pas grave, ils vont se regrouper, puis ils vont être assez nombreux qu'ils vont se concurrencer entre eux. On n'a pas beaucoup de cohérence actuellement. Si on regarde avec Air Canada versus Aveo, je pense, Aveos, au niveau de l'entretien des avions. Donc, autant au niveau des pilotes, ils votent une loi spéciale pour pouvoir les faire rentrer au travail, et de l'autre côté, ils laissent fermer les portes de tout l'entretien qui va être un pan aussi de notre secteur économique. Parce que ça, c'est un autre secteur sur lequel on aura peut-être l'occasion de revenir au cours des prochaines semaines. Pour l'instant, je voudrais revenir sur les problèmes fiscaux. La semaine dernière, vous avez dit, en parlant des étudiants, qu'ils avaient d'énormes avantages fiscaux du côté fédéral, mais aussi du côté provincial. Mais vous avez insisté particulièrement du côté fédéral en disant que quand ils font 2 sessions dans la même année, ils ont droit. Vous pouvez nous répéter ce que vous aviez donné la semaine dernière? Tout à fait. On insistait sur le point qu'un étudiant aux études postsecondaires a le droit à temps plein à un crédit d'impôt de 400 $ par mois. Postsecondaire, ça veut dire le cégep aussi, là. Tout à fait. Cégep et université, et souvent certains programmes spécialisés à la fin du secondaire. 400 $ par mois de crédit d'impôt fédéral, plus 65 $ par mois pour ses manuels. Donc, on parle de 465 $ par mois. S'il étudie 10 mois, on parle de 4 650 $ de crédit qui rentrent dans les crédits d'impôt non remboursables. Vous avez utilisé le terme crédit d'impôt. Oui. Et j'ai eu beaucoup d'appels et quelques courriels là-dessus parce qu'il y a des étudiants actuellement qui n'ont pas d'autre chose à faire que ça. Alors, on m'a envoyé des courriels puis on m'a envoyé des téléphones pour me dire vos crédits d'impôt, est-ce que ce sont des crédits déductibles? Des crédits, donc, remboursables ou non remboursables? Les crédits d'impôt pour frais de scolarité rentrent dans la deuxième partie de la déclaration d'impôt, dans ce qu'on appelle les crédits non remboursables fédéraux. Et ces crédits-là, quand on parle de 4 650 $, se traduisent à raison de 15 % en réduction de l'impôt du particulier. Si l'étudiant ne peut l'utiliser dans l'année, il a l'opportunité soit de le reporter dans l'avenir ou soit de le rouler à un parent ou à un conjoint de sa famille. Jusqu'à maximum 5 000 $ par étudiant par année. Et s'arranger avec ce membre de la famille pour partager peut-être l'avantage fiscal qui découle de ce crédit d'impôt. Ça pourrait absolument.
Mais un crédit d'impôt et une déduction fiscale, c'est pas la même chose, si je comprends bien, là. Il faut comprendre que le rapport d'impôt, il y a plusieurs parties. Il y a 3 parties principales. La première, c'est le calcul du revenu imposable qui comporte des déductions d'impôt. Une cotisation REER se déduit du revenu imposable. Dans la première partie. Oui. La deuxième partie, c'est les crédits d'impôt non remboursables. Et la troisième partie, ce sont les autres déductions. OK. Il y a encore un autre thème qui est revenu souvent dans les questions qu'on me posait, c'est le taux marginal d'imposition. Oui. Parce que, comme on est dans la période mars-avril des impôts, il y a des gens qui utilisent ce terme-là à tout bout de champ Oui. et qui n'ont pas toujours l'air de savoir de quoi ils parlent. Qu'est-ce que c'est le taux marginal d'imposition? Qu'est-ce que c'est que le taux marginal? C'est le taux qui s'applique sur un revenu marginal que l'on va gagner. Si on travaille en supplémentaire avec notre employeur, puis on fait 100 $ de revenus, quel est l'impact fiscal réel de ce 100 $-là? Eh bien, c'est le taux marginal d'imposition qui s'applique. Alors, quelqu'un qui gagne, au bout de l'année, un revenu imposable entre 42 000 et, disons, 72 000 $ se situe à 38,4 % de taux marginal d'imposition. M. Morancy, quand on parle de taux marginal, est-ce que ça se rapproche à la progressivité des tables d'impôt et des tables d'impôt progressives dont on nous rabâche les oreilles aussi? Exactement. C'est que nos tables d'impôt fonctionnent comme un escalier. Donc, avec des taux qui commencent très, très bas. Donc, Qui augmente très, très vite, malheureusement. Donc, pour vous donner un exemple, le premier 10 000 $ de revenus est non imposable dans nos tables d'impôt. Tout à fait. Donc, après ça, on commence graduellement et ça monte assez C'est un crédit rapidement. d'impôt, M. Veillette, le premier 10 000 qui n'est pas imposable pour personne. Oui, qui s'applique dans les crédits d'impôt non remboursables fédéraux, effectivement. Okay. Donc, à ce moment-là, cet escalier-là, c'est que nos derniers dollars que nous gagnons sont imposés à un taux beaucoup plus élevé que les premiers. Si on regarde les premiers, le premier 10 000, il n'est pas taxé du tout. Donc, quand on fait une contribution réelle, par exemple, c'est sur le palier supérieur. C'est les derniers dollars gagnés qui sont réduits. Tout à fait. Donc, c'est l'idée du taux marginal d'impôt. C'est le taux qui s'applique aux derniers dollars qui sont gagnés par la personne. Est-ce qu'il y a eu des changements apportés à ça hier dans le budget de M. Bachand? Est-ce que vous prévoyez des changements à ça au budget fédéral qui s'en vient la semaine prochaine, M. Veillette? En fait, dans le budget d'hier, il n'y a pas eu de changement à ce niveau-là. On sait que la seule application spéciale en 2012 sera la taxe spéciale de 200 $ par année pour l'impôt sur les services de santé. Okay. On a commencé il y a 2 ans à 25 $, 100 $ en 2011 et ce sera 200 $ en 2012. Et c'est un système universel. Hein? Peu importe le revenu, tout le monde doit payer ce montant-là. Tout le monde doit payer le même montant. À partir de 14 000 $ de revenus, je crois. En bas de 14 000, on ne paye pas, mais en haut de 14 000, il faut payer en plus des autres impôts et taxes à la consommation qu'on doit payer en plus. Et oui, parce que justement, la taxe à consommation a augmenté à 9,5 depuis janvier. Bien, on me dit que c'est le temps de faire une première pause, alors on va faire une pause et on va revenir ensuite pour les 3 autres blocs de cette émission, en compagnie de M. Gaétan Veillette du groupe Investors et de François Morancy d'une petite entreprise qui s'appelle Aviso les conseillers financiers, situé à Montréal, mais qui peut graviter sur l'ensemble du territoire québécois. Alors, messieurs, vous patientez quelques instants. On revient dans quelques instants, donc, avec un cas particulier. Alors, nous voilà de retour pour ce deuxième bloc, toujours en compagnie de M. Gaétan Veillette du groupe Investors. C'est un des gros piliers avec la Great West Compagnie d'assurance du groupe Investors de Power Corporation. Donc, M. Veillette est avec eux depuis fort longtemps. Une quinzaine d'années, je pense, vous m'aviez dit une fois. 22 ans. 22 ans. J'en avais oublié quelques-unes. Tout à fait. Alors, donc, c'est une grande entreprise. Et M. François Morancy, lui, qui a plutôt une petite entreprise spécialisée dans les services aux petites et moyennes entreprises, qui s'appelle Aviso les conseillers financiers. Alors, messieurs, je vous souhaite la bienvenue encore une fois. Et je vous remercie d'être là. Alors, ce cas dont je voulais vous parler, c'est un cas qu'on m'a soumis. C'est une personne qui me disait « Est-ce que mon conseiller financier m'a donné un bon conseil? » Bien, j'ai dit « Moi, je vais avoir 2 conseillers financiers, on va leur poser la question. » Le monsieur, donc, avait un frère, et ils avaient une petite entreprise, les deux ensemble, et ils avaient, comme ça arrive très souvent, une entente d'assurance d'un à l'autre, payée évidemment par la petite entreprise, de sorte que si un des deux décédait, l'autre n'avait pas besoin d'endetter ou de surendetter l'entreprise pour donner leur part de revenus aux héritiers. Et le monsieur, lui, c'était un montant assez élevé. C'était une assurance entre lui et son frère. Il faut dire que l'entreprise avait atteint une certaine taille. Un contrat d'assurance, donc, de 1 million. Okay. Alors, il y a un des 2 frères, malheureusement, qui est décédé. L'autre a touché
tel que prévu, son assurance de 1 million. Sauf que le conseiller financier a dit à ce monsieur-là, au lieu de placer cet argent-là vous-même, faites un prêt à votre femme qui, elle, ne travaille pas. C'est une femme au foyer. Il ne faut pas dire que les femmes au foyer ne travaillent pas, mais elle ne travaille pas à l'extérieur. Donc, elle demeure au foyer. Alors, faites un prêt à votre femme auto-prescrit par le gouvernement fédéral de 1 %, ce qui va vous donner une façon de partager les revenus de placement. Parce que partager les revenus de travail, semble-t-il, c'est très difficile, mais les revenus de placement, c'est assez facile à partager. Alors, le monsieur, on lui a expliqué donc que sa femme lui paierait chaque année 1 % d'intérêt sur ce montant-là, mais tout le restant du rendement, 8, 10, 12, 15 % éventuellement, c'est elle qui le garderait. Donc, c'est elle qui serait imposable là-dessus. Donc, là, on se retrouve avec 2 contribuables au lieu d'un seul, qui a le fameux 9 ou 10 000 $ de base dont vous parliez tout à l'heure, qui n'est pas imposable pour tout le monde. Oui. Est-ce que c'est une bonne stratégie, ça? Absolument. Pour partager le revenu de placement, encore une fois. Je vois 2 éléments de votre stratégie. Un, au niveau de l'assurance partnership, comme on appelle. OK. Alors, le fait qu'ils sont 2 partenaires au niveau d'une société par action, et puis qu'on prend une assurance partnership sur chacun des actionnaires, advenant qu'un actionnaire décède, eh bien, on le dépose dans le compte de dividende en capital de l'entreprise sans impôt. Donc, il faut que ça se fasse de façon particulière et non pas n'importe comment. Là. Exact. Et ça prend aussi une convention entre actionnaires pour être bien sûr que les argents vont servir au rachat des actions et non pas à enrichir l'une ou l'autre des parties. Tout à fait. Donc, ça, c'est des éléments extrêmement importants à mettre en place. Et c'est là que le compte CDC, qu'on appelle, sert à racheter les actions dire le compte de la succession. dividende en capital, c'est ça? C'est ça. C'est ça. Et ça sert à racheter les actions de la succession de l'actionnaire décédé. Tout à fait. À ce moment-là. Et non pas une nouvelle pièce d'équipement ou alors pour une nouvelle automobile. Voilà. Et là, si on comprend la deuxième partie de votre mise en situation, c'est que l'argent est arrivé à la succession, OK, disons 1 million, pour acheter les actions de l'actionnaire décédé. Eh bien, à ce moment-là, ce million-là, si c'est un individu qui le possède, eh bien, il peut faire un prêt auto-prescrit à son conjoint ou sa conjointe. Et puis, à ce moment-là, la conjointe peut le placer, ce qui permet un fractionnement de revenus. Du revenu de placement. Le critère essentiel, il faut que ce soit minimum auto-prescrit. L'auto-prescrit est établi par Revenu Canada. Et à tous les trimestres, m'a-t-on dit. Oui. Et là, évidemment, comme les taux d'intérêt sont très bas, bien, le gouvernement a un taux prescrit au fédéral, puis c'est la même chose qui s'applique dans les différentes provinces. Absolument. De 1 % seulement. Oui. Et on nous a prévenu la semaine passée que ça allait rester à ce niveau-là pendant très longtemps encore. Oui, et ça ne serait pas surprenant puisque les taux d'intérêt sont extrêmement bas. C'est là que les prêts aux conjoints peuvent s'avérer une opportunité intéressante à ce niveau-là, du côté de fractionnement de revenus dans le cadre des finances d'un couple. Et les intérêts vont être déductibles dans la mesure où les placements vont générer un revenu d'intérêt ou un revenu de capital ou un revenu de dividende. Donc, il faut bien s'assurer dans la gestion de l'investissement de générer à chaque année suffisamment de revenus pour pouvoir payer les intérêts et pouvoir déduire ces intérêts-là contre le revenu. Il faut prévoir tout ça dans la convention entre actionnaires, donc il faut que ça soit fait par des spécialistes comme Absolument. vous. Et des gens qui connaissent ça, ou des fiscalistes, ou alors par des gens, donc, qui vont consulter d'autres personnes plus connaissantes qu'eux. J'ai oublié de vous demander tout à l'heure, M. Morancy, si vous faisiez, vous, des déclarations d'impôts pour vos clients. Non, je ne fais pas de déclaration. Je travaille avec des comptables pour mes clients. Parce que et selon les besoins de chaque client, vous vous adressez à tel ou tel comptable, parce qu'il y a des spécialistes là-dedans. Et c'est tout dépendamment des besoins de chacun. D'ailleurs, aussi, concernant le dossier dont vous parliez, il faudrait aussi s'assurer, parce que bien des fois, dans les entreprises, on ne peut pas planifier le décès, mais le décès déclenche une vente immédiate des actions de l'actionnaire qui décède. Qui deviennent donc imposables automatiquement. Exactement. Avec des impôts à payer là-dessus éventuellement. Et l'exonération du gain en capital. Mais il faut que la corporation, au moment du décès, se qualifie à l'exonération du gain en capital. Et il y a des critères, comme par exemple 90 % des actifs de la corporation doivent servir aux opérations de la corporation. Et non pas à faire des placements. Non. Alors, donc ça contamine. S'il y a trop de placements, ça peut contaminer et empêcher d'obtenir l'exonération du gain en capital. L'exonération du gain en capital, on est rendu, sauf erreur, à 750 000 Exactement. Par actionnaire. Alors, s'il y a 2-3 actionnaires dans l'entreprise, donc chaque actionnaire a droit à 750 000 exempt d'impôt.
C'est beaucoup d'argent, c'est beaucoup plus. Et on peut le multiplier aussi avec le conjoint, avec les enfants. Donc, il y a des règles qui s'appliquent, mais on peut multiplier l'exonération du gain de capital. Donc, il y a beaucoup de stratégies. Il y a beaucoup de façons, donc, pour réduire ces impôts ou les éluder complètement. Sauf qu'il faut en parler avec les gens avant et non pas après. Après, c'est trop tard. Exactement. C'est pour ça qu'il y a des conseillers qui se spécialisent du côté entreprise, d'autres du côté particulier, d'autres du côté des fiducies, comme exemple. Alors, quelqu'un qui a une petite entreprise a tout intérêt à bien se faire conseiller au niveau de sa fiscalité, au niveau de ses finances, au niveau de son crédit et endettement, au niveau des aspects légaux, au niveau des opérations transfrontalières, au niveau immobilier. Donc, c'est un rôle assez multilatéral d'être propriétaire ou actionnaire d'une PME à cause de tous les enjeux. En plus, s'il s'agit de secteurs réglementés où il faut des permis de pratique, comme des professionnels incorporés. Ou des cultivateurs, par exemple. Aussi, les productions agricoles, c'est aussi un autre domaine très intéressant, très spécialisé. On sait que dans une production laitière, comme exemple, il y a des quotas de producteurs de lait qui interviennent et qui sont très dispendieux à l'acquisition. Et c'est des quotas qui visent à limiter l'offre et depuis très longtemps... À contrôler le marché, en fait, c'est pas contrôler l'offre. En fait, c'est le rapport entre l'offre et la demande pour contrôler les prix. C'est des commissions qui cherchent à contrôler les prix en contrôlant l'offre versus la demande. Donc, il y a un ajustement qui se fait. D'ailleurs, les quotas augmentent à chaque année en fonction de l'augmentation de la population et de la demande et des buveurs de lait. Et c'est pour ça qu'au niveau international, il y a beaucoup de discussions qui se font actuellement au niveau du commerce international et qui, pour que le Canada puisse vraiment y adhérer, il faudrait qu'on enlève ce système de quotas. On supprime les quotas chez nous. Oui, mais il y en a en Europe des quotas aussi. Oui, mais ça dépend des domaines. Les domaines de production. D'autres formes d'aide à l'agriculture. Oui. Exactement. Donc, chaque pays protège sa capacité de s'auto-alimenter. Il faut penser autant aux États-Unis qu'au Canada qu'en Europe. L'autosuffisance alimentaire est un des éléments que les pays ont mis des mesures pour protéger justement cette capacité-là. Et c'est une richesse économique d'être capable de s'auto-alimenter et non pas d'être comme certains pays du tiers-monde, d'être complètement dépendants parce qu'ils ont des agricultures très spécialisées et qui ne réussissent pas à s'autosuffire. Surtout qu'il y a beaucoup d'emplois impliqués par ça. Ça demande beaucoup d'investissement du côté agricole. Je regarde sur une ferme laitière, par exemple, il y a tout le roulant, il y a le bétail, il y a le terrain, les quotas de lait. Les bâtisses aussi, qui sont très dispendieux. Et le fourrage aussi, qui coûte une fortune, qui augmente à chaque année, le fourrage. Tout à fait. Pour nourrir les bêtes. Donc, c'est pour ça qu'ils sont bien des fois sont obligés de produire leur propre fourrage. Sans ça, il y a... Et c'est des milieux aussi où la pratique est très scientifique maintenant. Oui. Très informatisée. Donc, chaque lopin de terre est très, très bien utilisé de manière à optimiser. En tirer le maximum de revenus possible. Et tout en respectant les critères environnementaux. Tout à fait. Des critères au niveau du marché, des critères au niveau des exigences de la production alimentaire. Alors, les critères ils se resserrent de plus en plus d'une année à l'autre. Et les marchés demandent aussi des productions spécialisées. Alors, on prend, par exemple, tout ce qui a trait aux aliments qu'on dit bio. Il y a des règles à suivre pour avoir cette qualification de bio qui permet de vendre des aliments peut-être un petit peu plus chers que d'autres. Oui, tout à fait. Il y a certaines productions où on s'adresse directement au marché. D'autres productions où on s'adresse à des intermédiaires qui font la distribution des produits. Ou les restaurateurs, par exemple, comme avec tous les légumes miniatures qui servent dans la décoration. Donc, c'est des productions très spécialisées. Il y a toutes les viandes semi-sauvages qui sont en élevage. Dans l'exemple que je vous ai donné tout à l'heure, on parlait de fractionner des revenus de placement. Est-ce que vous connaissez d'autres façons pour fractionner des revenus de placement, à défaut de fractionner des revenus de travail, des revenus... On peut fractionner des revenus d'entreprise, justement, en créant, par exemple, une fiducie de fractionnement du revenu au niveau familial, qui permet de fractionner entre différents membres de la famille le revenu qui est généré par l'entreprise sous forme de dividendes. Donc, il y a plusieurs techniques qui peuvent être faites pour permettre de gérer l'enrichissement familial et également un sujet qui n'est pas du tout abordé dans le dernier budget, mais qui est un sujet énorme, c'est toute la question du transfert d'entreprise aux autres générations. M. Morancé, vous avez parlé de dividendes, c'est un autre sujet qui m'a amené beaucoup de questions. Qu'est-ce que c'est un dividende? Un dividende, c'est une distribution des profits après impôt de l'entreprise. Donc, une entreprise est comme une personne et elle doit payer ses propres impôts.
Et l'argent qui s'accumule dans l'entreprise après impôt peut servir, c'est ce qu'on appelle le bénéfice non réparti. Donc, c'est-à-dire, c'est les profits qui n'ont pas été distribués, peuvent être distribués aux actionnaires de l'entreprise sous forme de dividendes. Et parce qu'on a déjà payé au niveau de l'entreprise un impôt, on va payer moins d'impôts. On paye moins d'impôts comme lorsqu'on retire cet argent-là de l'entreprise. OK. Alors, donc, pour que le même dollar ne soit pas imposé deux fois entre les mains de l'entreprise et entre les mains de ses actionnaires. Donc, c'est là qu'on a le droit à un crédit pour l'impôt qui a été payé par la corporation au niveau du dividende. Un crédit de l'ordre de... C'est de... 30 environ, m'a-t-on dit. 30 à peu près. Normalement, un dividende... Parce qu'il y a deux types de dividendes. Oui, le dividende déterminé ou le dividende ordinaire. Mais normalement, un dividende, dépendant du revenu imposable de la personne, le maximum devrait être, l'impact fiscal devrait être autour de 24 Alors, le premier 25 000 ou 27 000 de revenus dividendes n'est pratiquement pas imposé. Vous m'avez dit tout à l'heure qu'il y avait une anomalie dans cette loi sur la succession des entreprises. Oui. Quelle est cette anomalie? L'anomalie fait que lorsqu'on essaie de transférer une entreprise, non pas une entreprise agricole, mais une entreprise opérante, là, une compagnie, une petite entreprise. Manufacturière, normalement. Exactement. Et quand on veut la transférer aux enfants, bien des fois, on a des difficultés à obtenir l'exonération du gain en capital. Donc, il y a des éléments qui ont été faits parce qu'il y a eu des abus. Et c'est comme toujours, lorsqu'il y a eu des abus, des stratégies un peu trop audacieuses. Le gouvernement intervient pour essayer de freiner un peu les abus. Exactement. Et ce que ça fait, c'est qu'actuellement, on est dans une période où à peu près la moitié des entreprises du Québec sont en train de se vendre ou vont être à vendre, donc doivent être transférées. Et probablement, on peut s'attendre à bien des fermetures d'entreprises parce qu'il n'y aura pas de relève. Pourquoi? Et cette relève ne sera pas... Parce que la relève familiale ici ne veut pas prendre la suite de l'entreprise. Ils ont vu travailler les parents trop fort pendant 30-40 ans, à 50, 60 heures par semaine. Bien des fois, c'est que le prix d'acquisition devient trop élevé par rapport aux moyens de l'autre génération. Pour des raisons fiscales, encore une fois? Exactement, parce que ça amène... C'est que les enfants, pour acquérir le fonds de pension des parents, se retrouvent à payer un montant qui devient très élevé. Et même si les taux d'intérêt sont bas, ça fait des mensualités. Ce que vous appelez le fonds de pension des parents, c'est l'entreprise? C'est à valeur marchande. Parce que la plupart des propriétaires de petites et moyennes entreprises, leur fonds de pension se trouve là-dedans. Ils ont mis toute leur vie là-dedans, ils ont mis tous leurs heures de travail, ils ont mis tous leurs capitaux là-dedans. Tout à fait. Et c'est là que le problème que François nous illustre, c'est que si on vend à un étranger une entreprise qui vaut 3 millions comme exemple, 3 millions de gains capital comme exemple, eh bien, on a l'exonération d'1 500 000 s'ils sont deux actionnaires, l'homme et la femme, le couple. Mais si on le vend à nos enfants, on perd cette exonération-là du gain capital. Pourquoi cette stupidité? C'est la question posée aux législateurs. Les gouvernements ne veulent pas que les entreprises passent de père en fils ou de mère en fille, par exemple. Oui, c'est parce que ce qui est arrivé dans le passé, c'est qu'il y avait des stratégies qui ont été faites que l'entreprise était achetée à même les profits accumulés dans l'entreprise. Donc, on se servait de l'argent du père pour racheter le père. Donc, ce qui faisait que bien des fois, ça... les enfants mettent du nouvel argent dans l'entreprise pour mieux la capitaliser. Exactement. Donc, ça faisait des façons où, en fait, ça faisait des transactions où les enfants n'avaient rien à débourser puis devenaient propriétaires de l'entreprise. C'est là où le gouvernement a mis certains bâtons dans ses rouleaux. A décidé, lui, qu'il y avait besoin d'avoir des impôts sur le gain de capital. Donc, il fallait déclarer un gain de capital à quelque part. Exactement. C'est là que toutes les transactions entre personnes liées sont beaucoup plus encadrées aujourd'hui qu'ils ne l'étaient autrefois. Les personnes liées, c'est des personnes mariées, ça? Personnes liées, ça peut être les enfants. Ça peut être le conjoint, ça peut être les enfants de notre conjoint de fait, ça peut être nos parents immédiats. Alors, les personnes liées peuvent être assez larges. C'est le premier niveau tout le tour. Oui. Et aujourd'hui, avec les familles reconstituées, bien, on peut avoir plusieurs actionnaires donc dans l'entreprise et plusieurs personnes qui pourraient bénéficier de cet immense avantage fiscal de 750 000 sans payer d'impôts, encore une fois. Sans payer d'impôts. C'est là que les façons de distribuer les profits d'une entreprise, c'est soit sous forme de salaire, soit sous forme de dividendes, puis on peut établir des actions à dividendes discrétionnaires à un enfant spécifique. Bon, alors, on me dit qu'il faut faire une autre pause immédiatement et de toute urgence parce qu'on est en retard, on a débordé un petit peu. Alors, on va y aller pour 2 petites minutes, puis on va revenir ensuite. Donc, poursuivre cette discussion fort intéressante. Alors, nous voilà de retour pour le 3e bloc de cette émission d'aujourd'hui en compagnie de M.
Gaétan Veillette du groupe Investors, qui est le plus gros vendeur de fonds communs, de fonds mutuels au Canada, je pense, Oui. et qui est un des piliers principaux du groupe Power Corporation. Tout à fait. Tout à fait. Avec la Great West, qui est l'autre pilier, donc dans les assurances. Oui. Donc, les deux piliers, c'est les assurances et les fonds communs chez vous. Oui. M. Morancy, lui, il ne vend pas des produits comme ça. Il vend du temps seulement. Il conseille des dirigeants de petites et moyennes entreprises, comme vous le faites aussi d'ailleurs. Mhm. Donc, des gens de PME. Et concernant les PME, on a parlé tout à l'heure de dividendes. Oui. J'en ai quelques-uns, ça devait être des gens de PME parce qu'ils m'ont demandé, ou par courriel ou au téléphone, est-ce qu'un dirigeant d'une petite ou moyenne entreprise fait mieux de se payer des dividendes qui sont moins imposés d'à peu près 30 comme on a dit tout à l'heure, ou alors de se payer un gros salaire complètement imposable? Donc, en fait, Pour c'est réduire que... son taux d'imposition, en fait. C'est qu'il faut toujours penser que l'accumulation en vue de la retraite nécessite qu'on réussisse à accumuler de l'argent. Aujourd'hui, fort heureusement, on a des véhicules comme le CELI qui permettent d'accumuler, même si on n'a pas de revenus imposables, de revenus de travail. Mais par contre, le revenu dividende ne donne droit à aucune contribution au REER, ne permet pas de contribuer à la Régie des rentes. Et il faut penser que la Régie des rentes, ça prend un minimum de 10 à 15 ans de contribution pour rapprocher à avoir une rente intéressante au moment de la retraite. Donc, ce qu'on va recommander, c'est de faire un mix de dividendes et de salaires pour permettre une accumulation tant au niveau des REER, tant au niveau de la Régie des rentes, et en même temps de pouvoir aussi réduire sa fiscalité. Donc, l'objectif étant pour tout le monde d'essayer de payer le moins d'impôts possible, et ça revient évidemment une préoccupation, pour ne pas dire une obsession à chaque année. Et sans se retrouver démuni au moment de la retraite. Donc, il faut tenir compte du long terme en même temps que le court terme. Et dans ce sens-là, on sait que le maximum assurable en 2012 pour la Régie des rentes du Québec, c'est 50 100 $, dont le premier 3 500 n'est pas couvert. Alors, souvent, les gens d'affaires disent, bien, si je m'ajuste un salaire à 50 100 $, et l'excédent se forme de Vous pouvez contribuer dividendes. au maximum, mais pas plus que ça. Oui. Alors, ça lui permet donc de se donner à la fois un salaire, puis d'accumuler des droits au REER, d'accumuler des droits à la retraite par le biais de la Régie des rentes du Québec. De notre côté, on a des planificateurs financiers ou des administrateurs agréés qui font des recommandations à leurs clients qui disent si le client a 25 ans et il est en affaires, il lui recommande d'avoir simplement des revenus de dividendes. Et ils partent d'une prémisse qui est du fait que le coût que ça leur coûte au niveau des primes de la Régie des rentes du Québec versus le rendement de cette Régie des rentes du Québec-là, ils sont peut-être mieux de se payer sous forme de dividendes et plutôt d'investir notamment dans des CELI ou investir dans leur propre entreprise. Le problème qu'on a, c'est que la réserve ou le patrimoine d'affaires qu'ils ont accumulé, il arrive parfois à la retraite que cette entreprise-là ne se revend pas facilement. Alors, une entreprise qui ne se revend pas, ça crée un problème. Et si on mise que sur un mode de détention du patrimoine qui est l'entreprise, eh bien, on a un patrimoine qui est à risque. On risque de se retrouver devant rien ou presque. Donc, on peut faire un excellent gain, dépendant de la nature de notre entreprise puis la vitalité de notre entreprise une fois qu'on prend notre retraite, ou comme on peut être obligé de liquider les actifs de l'entreprise puisqu'on ne peut la revendre sur le marché secondaire. Parce que moi, j'ai vu des entreprises qui n'avaient pas la taille suffisante pour être intéressantes pour un acquéreur éventuel. Alors, dans ce moment-là, ça devient des entreprises qui vont être tout simplement liquidées. Puis lorsqu'on liquide une entreprise, ça vaut pas cher. Ça vaut vraiment pas cher. Parce que le bâtisseur, le propriétaire, lui, il n'est plus là, il est parti. Et c'était souvent la principale richesse de l'entreprise. Oui. Parce que c'est lui qui savait comment la bâtir, parce qu'il l'avait déjà fait, justement. Oui. Souvent, une entreprise a une valeur par son exploitation. Son exploitation, notamment par son capital humain. Sa localisation, son achalandage, sa réputation, sa renommée, son domaine d'affaires, toutes des choses son champ intangibles, comme on dit. Oui. C'est pas des camions, c'est pas des hangars, c'est pas de la machinerie. Tout à fait. Et parce que ça vaut pas cher, comme tel. Oui. Et le jour où on démantèle l'entreprise en revendant les actifs par sous-éléments d'actifs, eh bien, ces éléments-là ont beaucoup moins de valeur que si on vend l'entreprise dans son ensemble. Dirigé par son bâtisseur qui la connaît très bien de A à Z et qui savait très bien comment se débrouiller dans ce secteur-là. Oui. Et quand on peut regarder, par exemple, dans le domaine de la construction, on ne tient presque jamais compte de l'achalandage dans les transactions. Donc, on achète une compagnie dans le domaine de la construction uniquement pour la valeur des actifs.
valeur marchande des actifs. Donc, il y a des domaines où on n'accumule pas de valeur. Et bien souvent, la valeur va venir de l'achalandage. L'achalandage, c'est les clients qui reviennent régulièrement. C'est la valeur de cette clientèle-là qui contribue. Autrement dit. Exactement. C'est elle qui fait vivre l'entreprise. Et c'est là que l'évaluation d'une entreprise va être très relative selon le domaine d'activité de l'entreprise. Et je me souviens quand on avait rédigé à l'Ordre des administrateurs agréés le guide des meilleures pratiques en gestion de patrimoine privé, il y avait une section, entre autres, sur l'évaluation d'entreprise auquel François avait participé et puis toute une équipe de travail, dont notamment Yvon Rudolph. Et puis, on donnait différents moyens d'évaluer des entreprises. Alors, j'ai une autre question qui m'est venue depuis 15 jours, mais elle est revenue, là, ça fait 5-6 fois. Il va falloir que je vous la pose, parce qu'il y a 15 jours, vous n'étiez pas là. Il y a 15 jours à peu près, on a eu le score, si on veut, de la Régie des rentes du Québec. Pas la Régie des rentes du Québec, la Caisse de dépôt et de placement, qui a donné son rapport annuel 2011. Ils ont obtenu 4 %. C'est pas fort, ce 4 %. On me dit, quand on enlève les impôts là-dessus puis qu'on enlève l'inflation, qu'est-ce qui reste pour les futurs épargnants, les futurs retraités? Donc, le régime de rente du Québec est géré là-bas. Oui, il faut dire que la Régie des rentes du Québec, la Caisse de dépôt et de placement du Québec vont administrer plusieurs portefeuilles, notamment celui de la Régie des rentes du Québec, notamment sur différents fonds de pension et puis différents organismes d'État également. Et qu'eux, comme fiduciaires, ne paient pas d'impôts. Parce qu'ils gèrent l'argent des autres. Oui, bien, il y a souvent des régimes enregistrés là-dedans, comme des fonds de pension notamment. Donc, c'est ceux qui ne paient pas d'impôts. C'est les particuliers qui vont payer d'impôts à la retraite lorsqu'ils vont décaisser des sommes à ce niveau-là. Ce qui arrive de la Donc, Caisse... 4 % est-ce que c'est un bon rendement, ce compte tenu de la situation économique actuelle? Et je dirais compte tenu du mandat de gestion qu'ils ont eu de chacun de ces organismes-là, puisque la Caisse de dépôt administre à partir des mandats de gestion qu'elle a de ces différents organismes-là. Alors, quand le marché boursier est sous-évalué, okay, mais que la Caisse de dépôt a un rendement négatif, on voit beaucoup de gens qui montent aux barricades. Et de notre côté... Il faudrait fractionner ça en plusieurs caisses parce que ça ne donne pas des bons rendements. Et là, les gens disent qu'on aurait dû avoir des placements plus conservateurs. À la période suivante, ils ont dit qu'on aurait dû avoir des placements plus agressifs. Un peu plus audacieux. Oui, plus audacieux. Donc, d'où l'importance de faire une bonne adéquation des choses. Et je pense que c'est le rôle de la direction et des gestionnaires de la Caisse de dépôt de faire cette adéquation-là en fonction des mandats de gestion qu'ils reçoivent des organismes. Tout à fait. Alors, si le REGOP donne un mandat de gestion à la Caisse de dépôt, bien, la Caisse de dépôt doit s'y conformer à ce mandat de gestion-là. Donc, souvent, on discute de la performance de la Caisse de dépôt alors qu'on devrait peut-être discuter des mandats de gestion des organismes sous-jacents. Et des exigences de chacun des déposants là-dedans, chacun des organismes, comme par exemple la CSST qui dépose son argent là aussi. La Régie des rentes, la Régie des rentes du Québec. La Mutuelle des fonctionnaires. Tout à fait. Mais il faut aussi regarder, et je pense que c'est un point important que M. Veillette souligne et que je trouve extrêmement important, c'est que ce qui se passe avec la Caisse de dépôt se passe dans un niveau micro avec chacun des investisseurs lorsqu'ils confient leur argent à un représentant et qu'on fait ce qu'on appelle le profil d'investisseur. Le profil d'investisseur, c'est le mandat qu'on donne au gestionnaire ou à celui qui le représente, dans le cas de représentant. Et ce profil-là, bien des fois, les gens sont prêts à prendre des risques énormes pour avoir un rendement élevé, mais en fin de compte, quand ils reçoivent des pertes importantes, alors bien là, ils sont prêts à nier qu'ils ont donné des mandats importants puis des mandats carte ouverte. Tout à fait. Et ce qui est arrivé avec la Caisse de dépôt, il faut penser aussi qu'on sort d'une période où ils ont perdu beaucoup d'argent. Les années précédentes, c'est qu'on leur a demandé du côté gouvernemental une extrême prudence. Et puis, on a eu une nouvelle équipe de gestion complètement différente. Donc, le temps, on ne peut pas juger après si peu de temps la nouvelle équipe parce qu'ils ont eu à faire un nouveau virage, de nouvelles ressources, de nouveaux gestionnaires. Alors, quand vous mettez une nouvelle direction à la tête de la Caisse de dépôt, il faut attendre, je dirais, un 3 à 5 ans pour véritablement voir qu'est-ce que cette équipe-là va être capable de livrer. Vous avez insisté tous les deux sur les différents épargnants qui confient des millions et des milliards de dollars à la Caisse de dépôt. On va avoir d'ici une semaine ou deux, peut-être 3, le score ou le rendement de Teachers, la grosse caisse de retraite des enseignants ontariens. Là, il y a un seul cotisant, évidemment, c'est l'Association des professeurs ontariens. Et souvent, Teachers réussit à obtenir des meilleurs résultats que la Caisse de dépôt. Et on évoque ça comme cause, c'est que Teachers, il y a un seul épargnant là-dedans, il y a un seul client et il y a un seul groupe d'exigences.
tandis qu'à la Caisse de dépôt, il y en a plusieurs. Est-ce que ça peut expliquer une chose pour expliquer l'autre? On peut dire que ça fait un mandat de gestion plus intégré. Tout à Alors, fait. la politique de placement est établie à ce moment-là. Pour eux, c'est peut-être plus facile à gérer. Et aussi dépendant de la clientèle de participants à ce fonds de pension-là. Alors, quel est l'âge moyen? Quelle est la politique qu'il leur est donnée? Donc, les comparaisons ne sont pas toujours faciles compte tenu que les missions des adhérents ou des organismes sous-jacents ne sont pas tous les mêmes. Donc, quand on arrive dans la gestion d'entités publiques comme ça, qui sont de très, très grande envergure, comme les Teachers ou la Caisse de dépôt et de placement du Québec, et que le moindre mouvement que vous faites a un impact énorme sur le marché financier. Oui, puis regardez simplement le côté, je dirais, audacieux de Teacher. Quand il a voulu acheter il y a quelques années Bell Canada, c'était quand même une aventure très audacieuse. 87 et 75 ou quelque chose comme ça. C'était une prime de 25-30 Oui. Exactement. Donc, il y a une équipe de gestionnaires au niveau de Teacher qui sort de la moyenne, si on peut dire, des gestionnaires. Oui. Et qui amène beaucoup d'admiration de la part du Oui. Il y a un mandat milieu. de gestion différent. Et il y a un talent aussi qui est différent, je pense. Oui, mais il y a un contexte différent. Les comparaisons, à mon point de vue, sont rarement équitantes. C'est pour ça qu'en philosophie, on dit comparaison n'est pas raison, comme vous le savez sans doute. C'est bien dit, M. Heinz. Et je vous ai posé cette question-là parce que, à partir du moment où la Caisse de dépôt a publié ses résultats, j'ai commencé à avoir des appels. Mon conseiller financier me donne 6, 7 8 de rendement. La Caisse de dépôt vient d'annoncer 4. Est-ce que mon conseiller financier est 2 fois meilleur que la Caisse? C'est une possibilité, mais je ne suis pas sûr qu'on puisse comparer la gestion individuelle avec la gestion collective. C'est pas du tout la même envergure. C'est 2 mondes complètement différents. Et les contraintes ne sont pas les mêmes. Les contraintes ne sont pas les mêmes. Et ce n'est pas vrai qu'un gestionnaire à la Caisse de dépôt a une libre marge de manœuvre. Il gère à partir de mandats. Donc, si son mandat à lui, ce sont les obligations de société ou les obligations provinciales. Il va aller là-dedans principalement. Voilà, parce que c'est sa spécialité. L'important, c'est la politique de placement qui est négociée avec chacun des organismes sous-jacents. Et c'est la même chose, comme disait M. Morancy, pour les individus que pour les grands groupes comme ça. Oui. Vos gestionnaires chez vous, qu'est-ce qu'ils donnent comme résultat actuellement pour 2011? Ils ont commencé à publier les résultats, là. Oui. Vous en avez des dizaines de gestionnaires chez Investors. Qu'est-ce qu'ils donnent comme résultat? On en a beaucoup parce qu'on a plus de 200 fonds communs de placement. On a 1000 produits et services financiers chez Groupe Investors. On s'est très vaste à ce niveau-là. Et les produits vont varier entre du très conservateur au très dynamique. Donc, quand on parle de fonds de marché monétaire ou qu'on parle de fonds d'obligation ou de fonds équilibrés ou de fonds d'action ou de fonds émergents, la nature est tout à fait différente. Et vous n'avez pas eu le temps hier soir de faire la moyenne de tous ces fonds-là? Et les fonds monétaires, ça ne rapporte pas parce que c'est de l'encaisse pratiquement. On parle de 1 ou moins. C'est très faible comme performance. Surtout que les prêts hypothécaires, on fait des prêts hypothécaires à 2,99. Pour 5 ans. Oui. Combien est-ce que l'institution peut donner en dépôt aux déposants? Donc, tout ce qui est dépôt actuellement, c'est des taux d'intérêt extrêmement bas, mais l'industrie du secteur financier ne souffre pas de manque de dépôt. C'est ce qui fait que les taux se maintiennent à des taux relativement bas. Bien, on me demande encore désespérément une dernière pause à cette émission. Alors, on va la faire et on va revenir dans 2 minutes ou moins pour poursuivre donc cette discussion. Il y a aussi d'autres choses à regarder, évidemment, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui nous écoutent et qui sont plus ou moins satisfaits des résultats qu'ils obtiennent actuellement. Qu'est-ce qu'ils pourraient faire pour améliorer leurs résultats? Ouais. Prendre plus de risques éventuellement ou quoi? Oh, sûrement pas. Ça dépend de leur position, ça dépend de leurs besoins fiscaux, ça dépend de leur objectif, de leur zone de confort. Et ça dépend de la pause. Et ça dépend de la pause. Alors, on va revenir dans 2 minutes, donc, après s'être reposé comme il faut, et on va essayer de répondre à cette question. Comment faire pour améliorer ces résultats avec des rendements, donc, de 1 ou moins, ou pas beaucoup plus, selon les périodes de temps qu'on accepte de prendre? Dans quelques instants. Alors donc, nous voici pour le 4e et dernier bloc de cette émission, en compagnie de M. Gaétan Veillette du groupe Investors, une des principales filiales de Power Corporation, et de M. François Morancy, le président fondateur d'une petite entreprise spécialisée dans les services et conseils
aux petites et moyennes entreprises qui s'appelle Aviso des conseillers financiers. Alors, messieurs, vous vous doutez bien qu'on en a parlé à plusieurs occasions durant l'émission et les semaines précédentes aussi. Avec les taux d'intérêt qu'on nous offre actuellement dans les banques et caisses populaires, il y a des épargnants qui s'arrachent les cheveux littéralement en se demandant où est-ce qu'on peut aller chercher des taux d'intérêt dignes de ce nom. J'ai toujours appris dans ma carrière que l'objectif des rendements qu'on recherche, c'est premièrement de battre l'inflation, deuxièmement, c'est de battre la fiscalité. Donc, après avoir payé des impôts et après l'inflation, il faut qu'il nous en reste encore un peu, et de préférence plus que l'inflation. Et vu que l'inflation est autour de 2 ça veut dire qu'il faut, juste pour pouvoir couvrir l'impôt et l'inflation, puis si on prend un taux de référence de 50 d'impôt, ça nous prend un minimum de 4 Donc, puis à 4 on n'a même pas fait d'argent, on fait du surplace. Ce que la Caisse de dépôt a obtenu, donc, c'est du surplace. Dernier. Et de pouvoir aller chercher des rendements supérieurs à ça, bien, ça demande d'aller dans des investissements à plus long terme, comme dans le domaine des actions. Donc, il faut être patient. Il ne faut pas être sur le bord de la retraite pour tenir compte de ça. Il faut aller aussi dans des obligations de corporation de très bonne qualité. De société, oui. Oui, mais parce que ça paye un peu plus que les obligations gouvernementales. Ils n'ont pas la même garantie. C'est pour ça qu'il faut être beaucoup plus vigilant. Mais c'est sûr que dès que l'on quitte le quai des placements garantis, et on sait que les placements garantis rapportent quoi? 1,5, 2 de peine et de misère? Ouais. Avec les hypothèques dont vous parliez tout à l'heure à 2,99 pour 5 ans, c'est sûr que vos gestionnaires, il faut qu'ils aillent chercher l'argent à quelque part. Combien ils payent aux épargnants à ce moment-là? Tout à fait. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans les dépôts. C'est ce qui permet de maintenir des taux d'intérêt extrêmement bas dans le marché. Quelqu'un qui dit « je veux me donner un objectif de retraite avec une qualité de vie puis une retraite confortable », et puis on fait la planification financière du particulier en termes d'illustration de son patrimoine actuel versus sa capacité d'épargne, sa capacité de générer des revenus, et on s'aperçoit qu'il lui faudrait un rendement de 5 ou 6 %. Est-ce qu'il a la zone de confort pour se permettre ce plan-là? Alors, c'est là que la notion de profil d'investisseur, il est important de bien la comprendre, de bien la déceler, de bien la lire. Et les institutions financières ont tous un outil d'identification de profil d'investisseur. À mon point de vue, qui donne une idée sommaire, d'où l'importance du professionnel de bien lire son client, puis d'être capable de comprendre sa tolérance au risque, aux différentes formes de risque. Le risque de gel de son placement, parce que quand on parle d'un certificat de placement garanti qui est gelé 5 ans, c'est un risque. C'est très long, ça. C'est très long. S'il a besoin de son argent, il faut qu'il emprunte, il faut qu'il y ait d'autres Et s'il est au monde d'ici ce temps-là et que lui, il est gelé à un taux plus bas pendant 5 ans, c'est un risque, ça aussi. C'est un risque aussi. D'érosion de son capital. D'érosion de son capital. Puis c'est un risque qui ne batte peut-être pas l'inflation, moins l'impôt à payer sur le rendement si c'est en dehors, bien sûr, des régimes enregistrés. Alors, il ne faut pas oublier que tous les placements garantis, même si c'est pour 5 ans, on doit payer l'impôt à chaque année qu'on gagne le revenu d'intérêt. Ça, on ne nous dit jamais ça à la télévision, dans la publicité. Il y a un organisme gouvernemental qui dit « Votre capital est garanti tout le temps à 100 %. Mais on ne vous dit pas que vous êtes obligé de payer les intérêts. Payer l'impôt sur les intérêts, même si vous ne les avez pas touchés. Exactement. Et c'est une culture actuellement chez certaines gens de rechercher tout ce qui est garanti. Peu importe, le seul critère, c'est que ce soit garanti. Mais les gens qui ont perdu de l'argent au cours des 2, 3, 4, 5 dernières années, évidemment, ils cherchent quelque chose de plus sécuritaire maintenant. Et beaucoup des gens qui ont eu des baisses de rendement dans les dernières années, qui ont fortement bien récupéré aussi dans les derniers mois. Alors, le marché canadien, c'est quand même relativement apprécié depuis les derniers mois. Le marché américain, particulièrement. Dans les 6 derniers mois, donc ça a été très bien. Je faisais l'analyse du tableau publié par la firme Index. Depuis 1950, le TSX à Toronto a un rendement moyen de 10 % par année. Depuis 1950. C'est une excellente performance. Alors, quelqu'un qui veut investir à long terme, c'est des périodes comme ça qui devrait regarder minimum 5 ans, puis jusqu'à 10 ans éventuellement. Tout à fait. Et puis, les gens reviennent dans le marché boursier lorsque les marchés se sont bien rétablis. Alors que là, quand ils sont très bas, au moment où ils seront le moins chers. Donc, les gens achètent beaucoup sur l'historique récent, malheureusement. Puis, c'est un mauvais guide à ce niveau-là. Au lieu de regarder ce grand tableau magnifique qui permet de comparer l'inflation, la valeur du dollar, etc., et quelques autres variables comme ça. Et c'est pour ça que les gens qui ont un profil, disons, équilibré,
ce qui est intéressant, c'est d'adopter un portefeuille relativement équilibré qui peut comporter une part d'obligations, une part d'actions canadiennes, comme exemple, un petit peu d'actions internationales. Et selon l'horizon de placement, selon le profil de l'investisseur, selon ses besoins, selon les contraintes fiscales aussi qui se présentent. Si on a des revenus d'intérêt, il n'y a aucun avantage fiscal aux revenus d'intérêt. Donc, où est-ce qu'on met ces placements-là? On les met plutôt dans des REER ou des choses comme ça, où ça va être imposé comme du salaire de toute façon en sortant? Ou on le met dans le CELI, parce que le CELI, si on le sort, il n'y a aucun impôt. Là, le revenu ne sera plus imposable. Donc, il ne faut pas sous-estimer. Et ce qu'on a fait des simulations à long terme, si on prend le capital qui était accumulé en dehors des REER et on les transfère graduellement dans le CELI, ça fait entre 20 et 30 d'économie d'impôt au moment du décès. Donc, c'est des sommes appréciables. La stratégie du CELI à long terme, c'est pour ça que dernièrement, on voyait certains articles dans les journaux qui disaient peut-être qu'on va mettre fin au CELI parce que l'avantage du CELI à long terme est extrêmement puissant au niveau fiscal, comme outil d'économie d'impôt. Par rapport au REER. Oui, parce que tout ce qui sort du CELI est non imposable. Et vous faites simplement, et c'est le problème de la fulgurante succès, le fulgurant succès du CELI, c'est qu'un paquet de monde se sont rendus compte d'envoyer plein d'argent dans le CELI justement à cause de l'avantage fiscal. D'autant plus qu'on leur disait, vous pouvez retirer des sommes d'argent puis les remettre dedans en plus du 5 000 annuels. Exactement. Oui. Et le nouveau droit qui s'accrit de cotiser au CELI se génère l'année d'après. Donc, tout retrait du CELI donne un nouveau droit l'année d'après et non pas la même année à ce niveau-là. Ce qu'on n'avait pas expliqué la première année en 2009. Oui, bien, je pense que ça avait été expliqué, mais sauf que les gens, souvent, écoutent de façon... nouveau produit, et bien des fois, il n'y avait pas tout à fait... Ils écoutent distraitement, puis avant de s'habituer à un nouveau produit. Puis on se demande, au niveau du gouvernement, pourquoi établir des paramètres différents d'un régime à l'autre? Pourquoi le REER, quand on retire du REER, on ne gagne pas de nouveau droit de cotiser au REER? Pourquoi, quand on retire d'un régime d'épargne-études, on n'acquiert pas de nouveau droit de cotiser au régime d'épargne-études? Est-ce que le CELI, ce n'est pas une prolongation du REER? On sait que le REER, ça a été créé en 1957 au Canada et dans la plupart des pays industrialisés qui sont en train maintenant de se donner pour les baby boomers des régimes semblables à notre CELI pour accueillir ces épargnes qui vont sortir des REER. Et ce qu'on remarque, ce que vous dites là, M. Hintz, et puis François l'a bien insisté tantôt, la défiscalisation du patrimoine REER se fait beaucoup pour les gens qui ont des expectatives de revenus à la retraite de 30 000 et moins. Et il peut s'avérer fort intéressant de décaisser notre REER, donc de le défiscaliser, pour arriver progressivement... Avant la date limite de 71 ans ou 72 ans. Idéal avant 65 ans, si on veut bénéficier du supplément de revenus garanti. Sinon, on pourrait perdre celui-là aussi. On pourrait perdre celui-là aussi. Et on sait que le supplément de revenus garanti, il peut être très coûteux si on a des dollars additionnels gagnés. Et il peut être supérieur, évidemment, à la pension de base du gouvernement fédéral. Tout à fait. Tout à fait. Alors, c'est pour ça que plus on analyse... Les gens qui ont ils s'attendent à avoir des revenus modestes, il peut s'avérer fort intéressant d'avoir un patrimoine en CELI puis un patrimoine non enregistré et le moins possible de patrimoine en REER. Alors, c'est pour toutes ces raisons plus compliquées les unes que les autres qu'il vaut mieux consulter un conseiller financier ou deux ou trois avant de prendre des décisions. Et mieux, encore une fois, avant plutôt qu'après, parce qu'après, la plupart du temps, c'est trop tard et on ne peut plus corriger des erreurs qui ont été faites dans le passé. Alors voilà, on me fait signe que c'est tout. Maintenant, la prochaine pause va être plus longue. Elle va durer une semaine. Alors donc, on va revenir la semaine prochaine. Si cette émission vous a plu, si elle vous a rendu service, si elle vous a apporté quelques informations utiles et pratiques pour mieux gérer vos finances personnelles et familiales, puis on vous invite à revenir évidemment la semaine prochaine et les autres semaines après, dans quelques instants. Donc, j'étais aujourd'hui en compagnie de M. Gaétan Veillette du groupe Investors et de M. François Morancy, président fondateur de Aviso, les conseillers financiers. Ce sont deux entreprises qui ont des bureaux à Montréal et dans le cas d'Investors un peu partout sur le territoire québécois et même à travers le Canada. Tout à fait. Alors, messieurs, je vous remercie beaucoup d'avoir été avec nous cette fois de plus et je ne prends pas d'engagement avec vous pour la semaine prochaine, quoi qu'on va encore parler d'impôts. Et si jamais on disait des sottises, vous pourrez toujours nous appeler pour nous corriger. Ça nous fera grandement plaisir. Ça pourrait arriver. Merci et puis bonne semaine. Alors, merci beaucoup, M. Veillette. Merci beaucoup, M. Morancy. Ça a été un plaisir. Et si cette émission, encore une fois, vous a rendu service, vous pouvez le dire à vos parents, vos amis, vos collègues, vos voisins et tous les gens que vous aimez bien. Il y a ici une émission où ils peuvent apprendre à mieux gérer leurs finances personnelles et familiales. Pas seulement donc pour la semaine prochaine, mais pour le restant de leur vie.
Voilà, et je remercie évidemment, durant les quelques secondes qui restent, l'équipe technique qui a fabriqué cette émission pour vous chez TVRL, Télévision régionale de Laval, que vous pouvez attraper sur Internet et la regarder autant de fois que vous voulez. Et c'est gratuit. Alors, quand c'est gratuit, on en profite habituellement. Donc, vous faites tvrl.ca et là, vous entrez sur le site Internet de TVRL et vous pouvez regarder ces émissions. Vous allez à l'émission Vos finances et vous avez des dates à côté. Alors, évidemment, quand on parle de dates, faites attention à la première partie où on parle de l'actualité économique et financière. Évidemment, celle-là a changé depuis quelques mois ou depuis 1 an ou 2. Tandis que les autres conseils, eux, ils sont toujours valables, bien entendu. Alors, bonne fin de journée tout le monde, bonne fin de semaine et à la prochaine.